L'universel est de nouveau au cœur du débat public. Et il l'est d'une manière qui est peut-être un peu différente de ce qu'il a été au cours des décennies passées. Beaucoup en lien, en tout cas c'est ce qui nous a frappé, avec tous les débats, toutes les questions qui ont un trait à ce qu'on peut appeler un peu rapidement le post-colonial. Mais également toutes les manières qui aujourd'hui se font jour de penser différemment la question des luttes sociales, en cherchant non plus à intervenir du point de vue d'un logos universel, on peut le dire ainsi, mais du point de vue des acteurs en lutte, situés historiquement, socialement quelque part. Et cette manière d'intervenir autour de la question de l'universel avait pour conséquence de déplacer un petit peu la question en faisant émerger de nouvelles voix qui ne veulent, et ça c'était une intuition forte qu'on avait, qui ne veulent renoncer ni au particulier, ni à l'universel, ni à l'identité, ni à l'universel, mais au contraire de réarticuler tout ça différemment. La question de l'universel est présente au long cours dans l'histoire de la revue Esprit. Et aujourd'hui, c'est peut-être de ce point de vue, dans ce contexte-là, qu'on a voulu la reposer. Si une première, je dirais, approche superficielle laisserait penser que le monde des arts, le monde du symbolique est accessoire ou plus accessoire en quelque sorte. En fait, c'est là que se loge la question notamment identitaire et qu'il est possible finalement de définir son intégration dans une communauté plus large. Et finalement, il est apparu de manière très certaine que c'était un moyen de renégocier l'appartenance à la communauté, notamment nationale, que de mieux saisir comment ce particulier qui s'exprime dans les mondes symboliques fait partie d'un tout qui est une communauté plus large que celle tout simplement d'un groupe au sein d'un ensemble plus grand. Donc ça n'est pas si superficiel que ça, et en retournant sur quelques auteurs, notamment noirs assez importants, en passant par Césaire, en passant par Senghor, en passant par Diagne aussi, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui avait été conceptualisé, hein, que la place de l'art comme étant le lieu depuis lequel on peut énoncer même une philosophie. Donc du coup, ça correspondait, je dirais, à ce que nous avions pressenti, sans l'avoir complètement éprouvé avant ce numéro avec Esprit. Avant tout, il ne fallait pas être effrayé par les réactions de toute nature par rapport à cette question-là, de l'appropriation culturelle, qu'on peut définir très rapidement. Bon, ça pourrait être vu autrement, mais enfin, la manière dont moi, en tout cas, je le comprends, c'est essentiellement tracé dans la circulation des motifs intellectuels ou formels de la création, les provenances, les transformations, les métamorphoses, en essayant de voir à quel moment des communautés supposées dominantes, en quelque sorte d'artistes notamment, se sont appropriées, ont emprunté à des communautés prétendues dominées des motifs à leur propre compte et ont un peu dépossédé les seconds. C'est déjà une version, je dirais, du monde de l'art qui est biaisée. Mais ce serait ça la définition de l'appropriation culturelle. Il ne fallait pas nous effrayer de toutes les manières dont on réagit, différentes personnes, je dirais, aux polémiques autour de questions d'appropriation culturelle ou de politiquement correct, hein, qui sont deux notions un peu poreuses l'une et l'autre. Et on pense à l'affaire Kanata, sur laquelle on revient dans le numéro avec Jean-Philippe Uzel, ou à la question justement de la restitution des biens, et notamment des œuvres d'art africaines vis-à-vis des différents pays anciennement colonisés, qui est abordé par Yala Kisukidi, en évoquant aussi la question du musée universel. Donc il y a plusieurs choses, enfin la question du blackface aussi. Et nous voulions regarder de plus près et essayer de comprendre comment, quand on se préoccupe finalement d'une réception, même exacerbée, même excessivement sensible, on est dans un projet de rattacher finalement, là encore, l'expression d'un groupe
à une réception qui est plus générale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, parce qu'il y a un groupe qui réagit d'une manière qu'on n'avait pas anticipée, l'exclure, mais bien essayer de comprendre pourquoi il en vient là et comment ça nous informe sur l'état de notre société et comment on peut faire corps malgré tout avec ça. Donc le déplacement peut-être que moi j'ai essayé de faire en tout cas dans ce texte, c'est de demander à la critique d'avoir une ambition universelle, voire universaliste, et non pas de demander ça à l'œuvre d'art elle-même. Et qu'il est finalement plus important de remettre du commun dans la réception des œuvres plutôt que de demander à transformer les œuvres elles-mêmes. Une chose est sûre, c'est que dans ce qu'on a eu envie de faire dans ce dossier, c'est peut-être de complexifier, pluraliser l'universel. Une des idées fortes qui a traversé nos premières conversations, c'était cette idée que l'universel, uniquement au singulier, uniquement avec un grand U, était peut-être aujourd'hui mis en question, pour de bonnes raisons. Comment, depuis d'autres lieux, depuis d'autres espaces, depuis d'autres expériences, se joue un rapport à l'universel qu'il était intéressant de comprendre. Ce qu'on appelle un peu rapidement l'Occident n'a pas le monopole de cette question et des débats autour de cette question. Et ce qu'on a tendance à figer peut-être aujourd'hui dans le débat public comme un face-à-face un peu statique entre des voix issues d'une ancienne métropole et des voix issues d'anciennes colonies ne résume pas la question de l'universel. Et donc très tôt, on a eu à cœur d'aller chercher dans d'autres espaces, d'autres aires géographiques, la trace et l'expérience contemporaine de cette question. Donc, par exemple, Han Cheng revient, s'interroge dans un article sur le rapport sur la place de l'universel dans la pensée chinoise, à la fois dans son histoire et dans ses enjeux politiques très contemporains. Pour un objet plus juridique, Alioune Badarafal explore pour nous l'histoire de cette charte africaine des droits de l'homme qui pose bien la question de l'articulation entre une tradition proprement africaine, aussi bien juridique que sociale, et ce concept qu'à tort on regarde comme exclusivement occidental d'universel. Et aussi d'aller chercher des voix, des auteurs qui, par leurs expériences, leur parcours, nous parlent d'universel depuis d'autres lieux que celui de la controverse à laquelle on a peut-être été habitué ces dernières années. Pour ajouter une voix parmi d'autres, enfin, que nous entendons dans ce numéro d'Esprit, l'entretien que nous a accordé Yannick Lahens, qui est donc une écrivaine qui travaille et qui vit d'ailleurs à Haïti et qui, forte, je dirais, de cette expérience très particulière de son île sur la longue durée, s'est fait l'écho finalement dans une œuvre sensible, dans une œuvre d'auteur, de ces strates, je dirais, de ces strates historiques, mais aussi de ces traversées finalement de l'île dans ses appartenances ou ses manières de se redéfinir dans les mondes noirs, dans le monde de la francophonie, dans le monde des Amériques, qui en font vraiment une île d'abord extrêmement sensible au sort du monde, une île carrefour on peut dire, qui est en lien avec des mondes diasporiques un petit peu partout dans le monde, qui font qu'elle a peut-être aiguisé finalement cette expérience de ce que Glissant appelait le tout-monde par exemple, qui est une nécessité ontologique pour Haïti de se penser ici et ailleurs en même temps, ce qui est une autre forme de rapport probablement à l'universel dans l'œuvre de Yannick Lahens.